Journaliste français qui est spécialisé dans l'enquête sur football, Romain Molina, fait plusieurs allégations après dernier match sélection haïtienne. Dans différentes publications sur les réseaux sociaux, il soulevé question sur ça il présenté comme un potentiel revente ticket pour match équipe nationale là, ensemble avec l'autre accusation qui a impliqué Fédération haïtienne football là avec sélectionneur Sébastien Mini. En fait, je n'ai pas voulu dire n'importe quoi parce que dans la presse, on a entendu au Kenya qu'il y avait potentiellement des affaires de compromission et de corruption. C'est-à-dire de commission selon certains choix de joueurs, etc. et tout. Donc moi, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un souci vis-à-vis de son salaire et ce qui touchait la totalité de son salaire. Ça aussi, personne n'a jamais voulu faire la lumière. La Fédération kenyane de football, à l'époque, était déjà sous enquête juridique. Il y a eu énormément de problèmes au Kenya au niveau de la fédération, notamment sur la transparence financière. Et vous pouvez retrouver dans la presse kenyane beaucoup d'articles mentionnant justement des conflits d'intérêts d'ordre financier avec Sébastien Minier. N'ayant pas de preuves de potentielle corruption, outre que des articles kenyans, je n'ai pas parlé de ça, parce que justement, je ne peux pas en parler, je n'ai pas les choses en main. Par contre, ce qui est certain, c'est que par contre, le conflit d'intérêts était réel, notamment aussi avec certains joueurs, les agents et autres. Et son passage au Kenya a été marqué par énormément de scandales. Ça, n'importe quelle personne peut taper sur Internet et va trouver énormément d'articles dans la presse kenyane. Sauf qu'il y avait des articles aussi qui étaient faits à charge contre lui, donc je n'ai pas voulu l'enfoncer. Par contre, ce qui est certain, c'est que toutes ces années en Afrique, on ne peut pas dire que ça a été, je veux dire que ça quand même ça a été entaché de beaucoup d'affaires. La plus grosse quand même est celle de Guinée équatoriale où il va faire simplement quelques mois parce qu'il avait assuré que son niveau d'espagnol était suffisant. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Et au Congo, lorsqu'il récupère le poste, on va dire que ça a été fait de manière très politique. Donc c'est quelqu'un qui a toujours bénéficié de ses réseaux politiques. Maintenant, ça pose quand même question sur, on va dire, l'éthique et la transparence. Et ça, même quand il a pris le poste en Haïti, je l'avais dénoncé parce que je trouvais ça ahurissant qu'une personne avec son CV puisse obtenir un poste aussi quand même intéressant qu'Haïti. Ok, d'accord. Vous avez aussi parlé des problèmes, des incohérences tactiques, non, surtout par rapport à, à ce qu'il a fait, les choix qu'il a fait contre le Brésil. Pourquoi? Bon, moi, mon avis, il compte pas. Par contre, moi, je fais toujours le travail de voir le ressenti des gens, de prendre les avis. À l'intérieur de son groupe, son management se posait déjà question lors des qualifications. Ça avait déjà été le cas lors de la Gold Cup qui a été un fiasco. On se rappelle également quand même notamment d'une défaite, je crois que c'était 5-1 contre Curaçao. Le règne de Sébastien Migny, on ne peut pas dire que face aux grosses équipes, ça a été un succès. Alors les gens vont dire qu'il y a eu la qualification à la Coupe du Monde. Avec tout le respect pour les Grenadiers, c'est la faillite du Honduras surtout. Tout le monde pensait que Haïti n'allait pas se qualifier avant les 2 dernières journées. Le Honduras a pris un point. Haïti a dû dépendre en fait des mauvaises performances du Honduras. Et déjà à l'époque, il y avait des soucis. Et ce qui, moi, m'interpelle, c'est que Sébastien Minier cherchait un autre poste à ce moment-là. Et la fédération cherchait son remplaçant. Bon, finalement, en concours de circonstances, bien joué à tout le monde. Haïti va la Coupe du Monde. Sauf que ce qu'on a vu à la Gold Cup, on l'a revu là. C'est-à-dire que dès que le niveau s'élève, tactiquement, ben, c'est pas fou, parce que Sébastien Minier, à la base, c'est un préparateur physique, un excellent préparateur physique. Il y a toujours eu des doutes sur son niveau tactique et sur le fait qu'il accorde surtout beaucoup d'importance au statut, certains joueurs un peu indéboulonnables, alors qu'il y a une nouvelle génération qui arrive quand même. On l'a pas vu utiliser certains changements. Je veux dire, face à l'Écosse, il fait que 3 changements, alors que l'Écosse est sur les rotules en deuxième période. Haïti est largement supérieur et en aucun cas on a vu à un moment donné un entraîneur capable d'insuffler autre chose. Aux entraînements, les joueurs voyaient que Lenny Joseph, Wilson Isidore, ça marchait très bien. Les 2 premiers matchs, ils ne jouent jamais ensemble. Il y a d'autres choix qui ont un peu surpris, mais face au Brésil, en fait, les joueurs avaient l'impression que son message était très négatif, parce que 2 ou 3 jours avant le match, ils commencent à dire voilà, on va jouer comme ça, donc ils ont changé le système, 5 défenseurs. Et ça n'a pas été, on va dire, accueilli très très bien, parce que les joueurs ne comprenaient pas pourquoi on jouait avec ce système-là et Franzi Pierrot devant. C'est-à-dire que Franzi Pierrot, c'est rien contre lui, mais c'est qu'il n'était pas adapté par rapport au fait de jouer vite, en contre, etc. C'est pas son profil. Donc, c'est pas mon avis qui comptait, je répercutais simplement l'avis même de certaines personnes de son staff qui ne comprenaient pas où il voulait en venir face au Brésil. Ok, merci beaucoup. Vous venez d'évoquer une potentielle recherche d'autres postes
de Sébastien Minier. Est-ce que vous avez des Mm. informations, par exemple, sur où il comptait aller, comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la fédération? Pourquoi il est finalement resté? Non. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a appelé des agents. Ça, je le sais. Oui, je vais te virer, je dois trouver autre chose, de toute façon, ça va pas, j'ai tout donné. Bon, toi, tu sais du Sébastien Minier, toujours à se mettre en avant, je suis le sauveur. Vous avez vu d'ailleurs la campagne médiatique qu'il a fait avec cette Coupe du Monde, notamment dans des médias francophones et français. On a l'impression que c'est le sauveur d'Haïti. J'ai eu l'impression de. Je, je me dis quand même, un peu d'humilité. C'est-à-dire, je me rappelle de ce qu'il a dit. Alors, je sais que la situation elle est compliquée, qu'il y a plein de choses, mais tout de même un peu de décence. Et il a toujours été comme ça. Alors après, voilà, c'est un jeu avec la presse. Il s'entend très bien avec l'équipe, avec beaucoup de médias, notamment en France. Il n'y a pas de souci, c'est son droit. Maintenant, c'était simplement la deuxième qualification de l'histoire du pays. Je pense qu'il n'y avait pas vocation à se mettre autant en avant. Et c'était en novembre, donc avant les 2 derniers matchs, il avait appelé des agents et intermédiaires, notamment en Afrique. Donc, parce qu'à l'époque, le comité d'organisation cherche un nouveau coach. Parce qu'ils se disent, bah, on va pas se qualifier, c'est plus. Tout le monde passe. Qui pensait que le Honduras allait faire 1 point sur 6? Parce que je crois qu'ils jouent en plus le Nicaragua. Personne. Donc la fédération voulait s'en séparer et lui cherchait un nouveau poste, ce qui est logique, hein, parce qu'il savait qu'il ne comptait plus sur lui. Donc c'est pour ça qu'après l'hypocrisie entre les deux parties, on a toujours voulu continuer ensemble, ça m'a fait rire. Parce que d'un côté, vous aviez quelqu'un qui appelait des agents pour trouver un poste, et de l'autre côté, vous aviez Carlo Marcelin, la fédération haïtienne, qui demandait à des agents de lui trouver un entraîneur. Donc c'est quand même vraiment l'hypocrisie absolue. Hmm. Ok, merci. Maintenant, concernant la fédération, vous avez parlé euh, de potentielles ventes, reventes de tickets Oui. pour les matchs. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que selon les informations qui circulent euh, via des médias aussi en Haïti, on a finalement découvert que les tickets étaient normalement $60. Maintenant, et les tickets se sont revendus à $350. Quelque chose du genre. Bon, déjà, la fédération haïtienne n'est pas la seule à faire ça. Après, c'est très compliqué parce que c'est assez obscur. Il y a une enquête qui est sortie en Allemagne, je crois hier, expliquant qu'il y avait tout un business fait par les fédérations. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cette possibilité de récupérer les 8% de tous les tickets du stade, à ce prix, comme vous l'avez annoncé, de 60 euros. Et en fait, la FIFA, vu qu'elle ne contrôle rien, elle fait croire qu'elle contrôle, elle permet aux fédérations de faire ça et de revendre plus cher pour qu'en fait, elle se fasse de l'argent. Sauf qu'en fait, on ne sait jamais si l'argent va dans les caisses de la fédération ou dans la poche de certains dirigeants, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc en fait, c'est une manière pour la FIFA de faire des cadeaux et de s'assurer les votes des gens. Certains diront que c'est une manière de corruption déguisée. Je laisse évidemment cela, cette expression. Vis-à-vis d'Haïti, donc c'est pas différent. Le seul point où j'arrive pas à voir tous les détails, c'est par qui passe ce schéma. Parce qu'on a vu pareil au Sénégal également. Quand je dis dans plein d'autres, hein, la Tunisie. Je vais même donner une anecdote qui m'a fait rire, que j'avais donnée. Même en France, ils ont voulu revendre des places aux familles très chères en début de mondial. Jusqu'à ce que ça. Des joueurs ont commencé à gueuler et ça s'est calmé. Mais il y a des gens à la Fédération française de foot qui ont voulu faire pareil. Donc, c'est pas que Haïti, encore une fois. Le problème que j'ai avec cette question-là, comme vous l'avez dit, j'ai vu que plusieurs médias ici ont parlé, en fait, qu'en effet, il y a une revente sauvage, on peut le dire comme ça, hein, parce que pas transparente, c'est qu'on ne sait pas où va l'argent et on ne sait pas qui revend. Moi, de ce que j'ai eu comme information, alors ça, mais j'ai du mal à savoir en fait, c'est qu'il y a certaines places qui ont été attribuées à des proches des gens de la fédération et qui derrière ont fait des reventes au noir. Mais alors, savoir qui à la base fait ça et où va l'argent, ça, je pourrais pas dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un système qui est utilisé par d'autres fédérations et d'autres gens à l'intérieur des fédérations. Pour ça, on va pas dire la fédération. Des gens à l'intérieur des fédérations et autour des fédérations. Et que pour moi, le principal coupable encore, c'est la FIFA qui ne devrait pas permettre cela, qui devrait contrôler. Parce que c'est soit c'est des places à 60 euros, etc., pour tout le monde ou que sais-je encore. Mais alors, ou alors ils le disent clairement, c'est une possibilité pour les fédérations et les dirigeants de se faire du business. Mais là, ça voudrait dire que c'est autre chose. Sachant qu'on tient à rappeler qu'il y a 2 enquêtes qui ont été ouvertes, je crois, dans l'État de New Jersey et de New York, contre la FIFA, liées à la politique tarifaire et des billets. Donc j'imagine que la justice américaine sera ravie de savoir ce que les dirigeants ici ont fait des places aussi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Maintenant, concernant le fils de Monique, qu'est-ce qui... Ouais. Parce que vous avez évoqué que Bien sûr. il n'a pas de poste officiel,
mais il est à la fédération. Il est là. Bon, son fils, il habite en Suisse, fils de Monique André. Il était là. Alors, officiellement, je crois qu'il est prestataire. Donc, il y a un contrat externe. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres, etc. Parce que ça doit être un heureux hasard que ça peut être le fils de la présidente. Ça nous rappelle malheureusement les années Yves Jean Bart, où c'était son fils qui faisait un peu tout, Papito également. Voilà, la comparaison s'arrête là, parce que les joueurs sont quand même assez satisfaits de l'intervention et du travail effectué par le fils de la présidente. Donc, il n'y a aucun souci à ce qu'il travaille, si tout est clair. Et tout est fait dans les règles de l'art. Parce qu'on ne peut pas commencer à dire parce que c'est le fils d'un tel, il a le poste. Maintenant, je tiens à dire que c'est une personne intelligente. C'est une personne, dans ce qu'il a fait, en gros, il était un peu dans la logistique, il était un peu de l'accompagnement, il était des joueurs. Les joueurs, globalement, sont satisfaits de ce qu'il a fait. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, la seule chose que je dis, c'est que pourquoi il n'y a pas de transparence? On dit, bah voilà, cette personne, parce que tel appel d'offres, c'était le mieux placé, il fait ça, etc. OK. Mais on remarquera qu'à aucun moment, on a eu cette transparence. Moi, c'est plus le manque de transparence, surtout quand on sait qu'on disait, oui, les années Jean Bart, outre tous les abus sexuels, il y avait aussi tous les problèmes de conflit d'intérêts, notamment au niveau de la famille, avec son fils Papito et ses amis, Chachou et tout ça. Donc la question, c'est est-ce que la Fédération haïtienne de football a évolué à ce niveau-là? Donc, et pareil pour les appels d'offres. On pourrait revenir aussi sur les billets d'avion, qui les a loués, comment. Je pense que ça mériterait une petite chose aussi. Ok, merci. Mais vous avez aussi évoqué le fait que il y a des dirigeants qui se font de l'argent sur le dos des joueurs. Qu'est-ce que vous entendez par là? Sur les places déjà. Et après, sur les contrats externes, c'est-à-dire qu'on a des sociétés, des consultants externes pour un travail qui, bon, encore une fois, n'est pas du tout transparent. Et de ce que j'ai cru comprendre, et même pour en être sûr, que certains récupèrent des contrats en échange de donner un petit quelque chose. Donc on a toujours eu ça, malheureusement, dans le milieu du foot. Mais ne serait-ce que le business des places, quand vous imaginez que vous pouvez récupérer 8% de la capacité d'un stade d'à peu près 50 ou 60 000, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire comme milliers de dollars à la fin. Donc le problème qu'on a encore, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'invitations données à des influenceurs, à des créateurs de contenu, à des gens qui allaient faire presque, oui, du divertissement et presque la propagande, j'ai envie de dire, de certains, en disant oui, mais c'est très bien et tout, et que des gens qui ont servi le football haïtien, même la fédération, ils n'ont rien eu. Ça pose aussi question, est-ce qu'on est là dans une politique très clientéliste de l'image, ou est-ce que vraiment on représente le football haïtien? Parce que ça aussi, c'est pas normal de voir des gens qui ont donné beaucoup pour la fédération et pour les Grenadiers, de rien avoir, et que des influenceurs sortis de nulle part, qui ne suivent absolument pas les Grenadiers et autres, parce que c'est un effet de mode, ont été subitement invités par ces mêmes dirigeants. On peut se poser la question de quel est l'intérêt de faire ça. Quand vous dites les personnes qui ont beaucoup donné pour les Grenadiers et la fédération n'ont rien eu, qu'entendez-vous par là? Il n'y a pas eu de salaire? Il y a des gens qui ont quand même. Il y a des gens qui ont entraîné, il y a des gens qui ont été dans les staffs, il y a des gens qui ont été des dirigeants, des employés, des anciens joueurs, enfin, des gens qui ont été là, qui ont été honnêtes. Est-ce que ces gens-là, ils ont une invitation? Ok. Mais par contre, les influenceurs et autres, oui. Par la fédération. Mais on peut se poser la question de est-ce que c'est la fédération haïtienne de football ou c'est la fédération haïtienne des réseaux sociaux et de l'influence? Parce que là, c'est l'effet de mode. Tout le monde a suivi, pas qu'en Haïti, dans le monde entier. Et même pas avoir respect pour les gens qui ont tout donné pour la sélection. C'est quand même vilain. Ouais, je comprends. Maintenant, et concernant les Grenadiers, vous avez suivi l'évolution de l'équipe, vous avez suivi, je suppose, les matchs, vous avez vu et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Maintenant, quel est votre point de vue global sur le jeu des Grenadiers, sur les joueurs? Bon, déjà, quand on voit le talent qu'il y a en Haïti, c'est anormal d'avoir attendu autant de temps, 52 ans si je dis pas de bêtises, pour retrouver une Coupe du Monde. Parce que tout le monde a vu que face à l'Écosse, c'est une défaite qui laisse énormément de regrets, parce que les Écossais n'étaient pas supérieurs aux Haïtiens. C'est notamment la deuxième période. Après, il y a une mauvaise alignation tactique, peut-être un peu de pression au début ou que sais-je. Mais la défaite, elle fait très mal. Et je pense que tous les Haïtiens qui ont vu le match doivent se dire comment on a fait pour le perdre. Surtout la deuxième période, les Écossais étaient KO physiquement, avec la chaleur en plus, ça les avantageait pas. Et en plus, il y avait, bon, c'est vrai qu'il y avait quand même des fans écossais toujours ils se déplacent, mais en plus, il y avait de la diaspora haïtienne qui était là, donc en plus,
C'est quand même dommage. Maintenant, après, c'est un groupe très dur, parce qu'il y avait le Brésil et le Maroc. Je veux dire, c'est normal qu'Haïti soit inférieur au Brésil et au Maroc, qui sont deux équipes du top 10 mondial. Face au Brésil, l'approche, elle a été trop négative. Haïti n'est jamais bon lorsqu'il doit défendre, etc. et tout comme ça. Les joueurs n'ont pas compris. Donc, pareil, c'est des regrets parce qu'on a été éliminés. Face au Maroc, alors c'était pas parfait. Néanmoins, Haïti a montré qu'ils peuvent aussi jouer au foot, au ballon, pas simplement attendre derrière. Maintenant, il y a quand même quelques incohérences tactiques encore. Il y a des joueurs qui n'ont même pas été utilisés, je veux dire, même pas une minute. Bon. Alors que par exemple, Oudenski Pierre, tout le monde voit aux entraînements que c'est un bon joueur. Alors Dominique Simon, il arrive peut-être tardivement dans le groupe, d'accord, mais tout le monde voit qu'il aura peut-être dû jouer un peu plus. Il y en a certains qui n'ont même pas joué une minute, ça a quand même été un peu surprenant aussi. Maintenant, il y a la passation de témoins entre une génération, les Johnny Placide, Ricardo Adé et tant d'autres, et ceux qui arrivent. Il y a beaucoup de talent. Là, c'est-à-dire qu'on est parti sur un nouveau cycle avec Bellegarde, mais Bellegarde, il faudrait peut-être l'utiliser un peu plus haut sur le terrain où il est plus à l'aise. On a Wilson Isidore, évidemment. On a vu que Lenny Joseph apportait beaucoup aussi. Ces joueurs qui ont 25 ans. Il y a Delcroix, il y a Duverne, c'est-à-dire des joueurs qui ont plusieurs années devant eux. Au milieu de terrain, on peut dire que Jean-Jacques aussi a plusieurs années devant lui. Et Carlfred Sainter, il n'a pas joué, d'accord. Oudenski Pierre, tout le monde dit qu'aux entraînements, il a quelque chose. J'imagine que ce n'est pas le seul talent local à avoir ça. Donc, il y a une nouvelle génération qui arrive. Même pour les gardiens, il y en a un qui n'a pas été pris. Je sais qu'aux entraînements, il avait commencé à impressionner. Alexandre Pierre, peut-être aussi, pourra faire cela. Martin, expérience n'est pas vue. Il a 27 ans. Donc, il y a une nouvelle génération. Il y a du talent. Je pense que tout le monde l'a vu. Maintenant, le problème, c'est que le groupe a été très difficile. Il y a des groupes, en fait, prenez par exemple Qatar, Bosnie, Canada, Suisse. Et comparé au groupe d'Haïti. Le groupe A, c'était Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque. Pareil. Là, tu te dis, il y a moyen de faire 4 points. Malheureusement, Haïti savait très bien que le match face à l'Écosse allait tout déterminer. Si tu gagnais ce match-là, tu pouvais espérer être dans les meilleurs troisièmes. Parce qu'après, ça allait être très dur de prendre un point. Donc, il n'y a rien d'infamant à perdre face au Brésil et au Maroc, même si face au Brésil, il y a quand même des regrets, parce qu'en deuxième période, avec les changements, on a vu qu'il y avait quand même une possibilité d'inquiéter les Brésiliens, c'est une vérité. Et face au Maroc, je dirais que le Maroc est collectivement peut-être plus impressionnant que le Brésil, parce que Haïti a donné les buts au Brésil. Hein. Pas l'oublier, quand même, la première période, elle est à oublier. Mais je veux dire, les Grenadiers n'ont rien à pas avoir honte. Ils ne sont pas donné de mauvaise image d'eux. Ils ont tout donné. Ils ont fait le spectacle face au Maroc. Alors, à la fin, oui, ils perdent, etc. Mais voilà, par contre, ce qui est certain, c'est que Haïti ne peut pas se permettre de rattendre 52 ans. Vu le talent, et vu qu'aussi on est dans une zone CONCACAF qui, on va être honnête, n'est pas la meilleure. On le voit, les équipes CONCACAF ont du mal. Le Panama a été éliminé. Alors le Mexique, très bien, ils sont à domicile. Les États-Unis aussi, le Canada a eu toutes les peines du monde. Alors ils sortent de leur groupe qui était très facile, parce qu'il était tête de chapeau 1. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse pour la prochaine, même si on voit que Curaçao, pareil, Curaçao a eu un groupe très dur. Curaçao, on les met dans un autre groupe, peut-être qu'ils sortent. Donc il y a ces talents-là, va voir le Suriname, va voir d'autres équipes qui appellent au diaspora, à la fédération de bien travailler. Mais pour moi, Haïti a pris rendez-vous avec 2030. C'est très clair. Je ne vois pas en quoi Haïti est inférieur à plein d'équipes. Par exemple, si demain il jouait contre la République tchèque, je ne vois pas en quoi il serait spécialement inférieur à la République tchèque.